Bonjour à tous et bienvenue pour une séance de questions-réponses avec Daniel Lecomte, donc réalisateur du Grand Bal des Menteurs, la suite du Bal des Menteurs, enfin la version c'est la suite. Director's Cut, Voilà, exactement, c'est ça. La version longue de 4 heures, donc documentaire sur l'affaire Clearstream, diffusée hier soir le 20 avril sur Canal+. Donc on a mis en place un dispositif pour que vous puissiez lui poser les questions donc, depuis hier soir, depuis la diffusion, et on va essayer d'y répondre aujourd'hui en direct sur Ustream. Et ça sera, je crois, après diffusé sur YouTube. D'accord. Voilà, alors première question de Alain, qui n'a pas compris la différence entre le film sorti en salle et la version diffusée sur Canal+. Qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est quoi, juste la partie sur Laoud à la fin, le témoignage de Laoud? Non. Explique-nous vraiment la différence entre les deux. Il y a plusieurs affaires Clearstream. Il y en a 3. Il y a une affaire qui commence avant le film, celui qui est sorti au cinéma, qui est en fait la fabrique du faux. On pourrait dire la fabrique du faux. C'est comment s'est fabriquée cette affaire à partir de listings falsifiés, etc. Et puis il y a la deuxième affaire qui a été racontée au cinéma, c'est à partir du moment où un des protagonistes va voir Dominique de Villepin. À partir de ce moment-là, ça devient une affaire politique. Parce qu'à partir du moment où Dominique de Villepin apparaît, Sarkozy apparaît. Et donc là, c'est ce que le film a raconté. Et puis il y a un troisième moment de l'affaire, qui est après, si vous voulez, l'affaire Villepin-Sarkozy, qui se poursuit jusqu'à, dans le temps de l'affaire, entre la fin entre 2004 en gros, et on va dire jusqu'au procès d'appel, jusqu'au procès de première instance. Et toute cette histoire-là, il se passe énormément de choses aussi dans toute cette période-là, et moi je viens compléter l'histoire par un témoignage inédit d'Imad Laoud. Donc on va commencer par ça justement. Alors comment vous avez eu ce témoignage? Alors, déjà il a lieu quand exactement cette interview? Cette interview a lieu après le délibéré du jugement en première instance. Ça y est, j'ai tourné tout ce que vous avez vu dans le film en 2 temps. Un, après le procès et avant le verdict. Donc je voulais que les gens soient dans le temps du procès, où ils m'ont raconté leur procès. Et un deuxième temps où j'ai attendu le verdict, et je leur ai demandé de venir commenter le verdict de leur point de vue. Et au moment où Laoud commentait ce verdict, à un moment donné, il s'est lancé dans cette affaire. D'ailleurs, avec un point particulier qui était intéressant, c'était, en fait, il était dans le ressentiment par rapport au procès. Il avait eu le sentiment qu'on ne lui avait pas permis de raconter son histoire avec Villepin. Et donc, à cause, selon lui, de la pression de Sarkozy et de tout le système médiatique autour, qui fait qu'il ne pouvait pas vraiment dire ce qu'il voulait sur Villepin, c'est ça? Non, sur le procès lui-même, non, parce que si vous voulez, c'est un peu technique. Hein, c'est que au moment du procès, ça se passe à peu près comme ça. Laoud dit voilà, j'ai rencontré Villepin, je veux raconter. Et le président lui dit non. Et à ce moment-là, il y a l'avocat de Sarkozy qui intervient et qui relance le truc, mais sur autre chose qui est en fait la même, enfin c'est un peu technique, c'est la même histoire, mais interprétée différemment. Et du coup, ça se perd dans les sables, et puis du coup, Laoud est perdu, il n'est plus dans le jeu, et il ne peut plus raconter son histoire. Et donc lui, il ressent ça comme une sorte de ratage de son procès. Et donc il me dit, moi je revenir, enfin il me dit ça dans les froches, et il me dit, voilà, je voudrais revenir là-dessus, et je voudrais parler de ça. Et donc à partir de là, il me raconte cet épisode raté, et évidemment, moi j'avais jamais entendu ça, je lui dis mais attendez, vous avez pas dit ça au procès? Il me dit ben non, justement, j'ai pas pu le dire. Ah ben, je lui dis heureusement que je vous ai posé la question. Et donc c'est à ce moment-là que ça continue. Il dit maintenant je vous en posez d'autres, puisque vous m'avez dit ça, vous allez me dire le reste. Et donc je dis, vous pouvez nous rappeler les quelques révélations qu'il fait, enfin, son témoignage? La principale, c'est qu'il dit j'ai rencontré Villepin en mars 2005. Non pas, on lui avait prêté le témoignage selon lequel il l'aurait rencontré un an plus tôt. Donc, pas du tout, je l'ai rencontré en mars 2005, dans un contexte assez particulier, puisque Rondeau nous avait dit de la fermer, de ne plus parler, etc. On était tous aux abris, comme disait ce fameux général. Et donc, là-dessus, vient me voir un type de ADS, qui vient me demander, en fait, de dire qui avait fait le coup, que j'aurais été dans le coup, que machin. Et en retour de quoi il lui ferait accorder le statut de témoin assisté, qui était un statut qui lui permettait d'échapper en partie à la justice. Et donc
Et puis il dit un jour, puis il y a Super Gergorin qui débarque un soir et qui me retourne, etc. Et il me dit, non, faut pas le faire. Enfin, c'est lui qui raconte, hein, c'est lui qui dit ça. Et Laoud dit à ce moment-là, moi je lui réponds, écoutez, moi je veux bien, mais j'en ai marre de vos conneries. Moi il y a un moment où je veux être sûr de mon coup, très bien, je veux bien accepter ce que vous êtes en train de me dire, mais en revanche, je veux voir Villepin pour en parler directement avec lui. Et selon lui, me dit-il, à ce moment-là, Gergorin organise la rencontre avec Villepin, et c'est comme ça qu'il me raconte la rencontre. Et cette rencontre elle-même, dit-il, alors, bon, il est assez imprécis hein, sur la rencontre, je veux dire, bon, c'est un truc. Mais bon, c'est Laoud, hein, il n'est pas toujours dans la précision extrême. Et il dit en gros, voilà, en échange de votre silence, Dominique de Villepin va me dire qu'il m'assure la protection. Voilà, et que tant que lui et le président de la République seront là, dit-il, vous n'avez rien à craindre. Donc il y a cette histoire-là, et il y a l'histoire du manuscrit. Imad Laoud écrit un livre en 2007, c'est ça, qui est publié en 2007. Voilà. Et donc là, le coupable idéal, ça s'appelle. Le coupable idéal, voilà. Et donc là, il vous révèle, je crois qu'il n'avait pas dit avant. Oui, non, il n'avait jamais dit avant. Donc que, selon lui, Villepin lui aurait fait réécrire son premier manuscrit. Par personne interposée. Par personne interposée, mais qu'en gros c'est l'entourage de Villepin. Pour lui faire écrire qu'il a rencontré Sarkozy à 2 reprises. Parce que voilà. Depuis, il reconnaît que c'est faux. Et il avait aussi enlevé quelques passages. Quoi. Alors le problème, et ça c'est une question d'un internaute, où est passée la première version du manuscrit? Parce que vous la cherchez, on voit dans le documentaire que vous la cherchez. Laoud vous dit je vous le donne demain, en gros, et vous l'avez pas. Non. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors, le manuscrit. Alors le manuscrit semble-t-il, mais maintenant on va être prudent jusqu'au procès. Le manuscrit est entre les mains du nègre. Voilà, c'est lui qui l'a. Et le nègre, pour des raisons qui lui appartiennent, ne veut pas m'en entretenir à moi. Il veut en s'entretenir de ça avec la justice. Ce que par ailleurs je peux comprendre, m'étonnant d'ailleurs que Laoud m'ait raconté ça à moi et pas à la justice. Donc je comprends ce point de vue, que m'ayant dit une partie de ce qu'il considère comme être la vérité, il considère que l'autre partie, la dernière partie, sera mise à la disposition de la justice au moment du procès. Mais pourquoi le nègre aurait gardé la première version? Parce que ce qu'on m'explique, en gros, on a parlé avec Guy Birenbaum, qui était l'éditeur à l'époque du livre. Il me dit, ben non, le nègre, sans doute, a pas gardé la version, parce qu'il y a toujours plein de versions dans un livre, et la première version, elle est perdue dans l'ordinateur, quoi. Il n'a pas forcément gardé, quoi, comme un document. Qui vous dit ça? Le nègre, Birenbaum me dit ça. Mais comment il peut savoir, lui? C'est ce qu'il dit, il dit, le nègre, c'est pas étonnant, c'est pas très étonnant que on ne retrouve pas le manuscrit, quoi. Écoutez, moi je sais pas, mais moi sur mon ordinateur, quand je fais une première version, je la conserve. Comme le nègre l'a écrite, à la demande. Donc ça c'est le nègre, donc c'est le mec qui veut pas la donner, quoi. Non mais évidemment, qu'est-ce qu'il dit? Raconte, je comprends rien à ce que dit Birenbaum. Évidemment, vous faites une première version, c'est simple. Moi j'ai des versions de mes scénarios, j'en ai une première version, je la garde dans mon ordinateur. Et donc s'il l'a, probablement. Vous pensez que ce manuscrit, il va un jour sortir? Mais vous savez, moi j'en sais rien. Je vous répète ce qu'on me dit. Mais enfin, l'argument qui consiste à dire, ben non, il peut pas l'avoir, etc. Me semble un argument qui n'est pas recevable. Et vous pensez que Imad Laoud a menti en disant je peux l'avoir, ou il savait pas? Je sais pas, écoutez, franchement, parce que là, déjà que c'est difficile d'interpréter ce qu'il me dit, alors s'il faut que j'interprète ce qu'il me dit pas, c'est compliqué. Non, j'en sais rien. Parce que le témoignage de Laoud est assez fort, parce qu'il est toujours très convaincant, c'est ça qui est étonnant dans le documentaire, on découvre qu'on y croit à chaque fois, quoi. Vous y croyez, vous? Non, mais attendez, je dis pas que j'y crois. Non, mais quand vous le regardez, vous y croyez? Il a un charisme étonnant. Et donc, on l'écoute, on se dit tiens, ça va être vrai. Et après, il dit je donne le manuscrit demain. Et le manuscrit n'est pas donné. Ouais. Donc on voit bien, là on a une illustration claire d'un mensonge ou alors d'une erreur qu'il fait, quoi. Oui, c'est assez fort comme scène, ou d'un bluff. C'est-à-dire, il peut dire aussi je l'ai, bon, ou en tous les cas, il est prêt de l'avoir, comme quelqu'un qui vous dit, je sais pas, demain je l'ai cette fille. Et il bluffe, voilà, parce qu'il l'a pas. Mais je crois qu'il y a un côté, enfin, bon, c'est pas vrai, c'est un moment de Laoud, c'est vrai de plein de gens, plein de garçons avec lui. Donc voilà. C'est vrai. Et alors ce qui est étonnant aussi dans cette séquence, donc qui a duré une demi-heure d'interview de Laoud à la fin, c'est que personne ne répond vraiment, parce que vous demandez des réactions aux gens qui souvent ne répondent pas ou disent qu'ils l'ont pas vu, des choses comme ça. Et donc vous laissez parler quelqu'un que vous présentez quasiment comme un menteur. Donc pourquoi ce choix? Et après vous dites à vous de juger. Vous trouvez que je présente comme un menteur? Vous dites... Je présente comme pas plus menteur que les autres, ce qui est pas pareil.
Ouais, mais vous prenez bien toutes les précautions en disant attention, témoignage de Laoud, bien sûr, quoi. Mais c'est normal, d'ailleurs je le prends pour tout le monde, puisque quand j'appelle le film Le Grand Bal des menteurs, je laisse entendre que tous ceux qui parlent dans ce film, si vous voulez, sont à prendre avec des pincettes. On a quand même pincettes. l'impression que le plus grand des menteurs c'est Laoud, et c'est lui qui a la parole à la fin. Je dirais pas ça. Non, vous direz pas ça. Non, je dirais que c'est celui qui ment le plus mal. Ah bon? Je trouve qu'il est convaincant dans son mensonge. Alors, il dit tout et n'importe quoi, mais il a plusieurs versions. Mais... Non, je pense que non, parce que mais la preuve, si vous voulez, c'est que tout le monde ment, sauf que tous les autres s'accordent pour dire que lui, il ment plus que les autres. Et je pense que c'est parce qu'il ment plus mal qu'eux. D'accord. Alors une question de Yves de Paris, qui a trouvé très étrange dans le documentaire. Donc après l'interview de Laoud, on voit vous présenter ce que vient de dire Laoud à son avocat. Et l'avocat, une scène extrêmement étrange selon l'internaute, donc semble découvrir ce que vient de dire Laoud. Donc c'est une scène vraiment étonnante où il y a un malaise, quoi. On sent que la version, ils ne sont pas coordonnés sur la version. Il a bien regardé, il a bien observé. Je trouve que c'est une bonne remarque. Évidemment que j'étais très surpris. Et je pense pas. Alors oui, il peut interpréter ça comme ils se sont pas accordés sur la bonne version. Franchement, je crois pas. Ou alors, franchement, ça serait des pieds nickelés. Non, je crois tout simplement. Je crois que la vérité, c'est que Laoud est imprévisible, et y compris envers son avocat. Donc, il lui avait pas dit, c'est ça que veut dire. C'est ça que ça dit. Visiblement, il a vraiment découvert, ou il fait semblant de découvrir devant votre caméra, à votre avis? Ah non, je crois vraiment qu'il. Ah oui, je pense que. Enfin, il devait savoir des choses, évidemment. Je suis pas idiot. Parce qu'en gros, il y a combien de temps entre la séquence avec Laoud et la séquence avec l'avocat? Il y a quoi, 2 jours, 3 jours ou plus que ça? Vous vous en souvenez? Je me souviens plus très bien, mais ça doit pas être très long, puisque j'ai tout groupé, donc ça doit être en 2-3 jours. D'accord, disons quoi. Oui, donc oui, ça doit être en 2-3 jours. Vous savez, ça a été fait il y a plus d'1 an. Les gens pensent que c'est un interview de dernière minute, comme ça, avant le procès d'appel, pour faire pression. C'est l'impression qu'on a, alors moi j'ai découvert que non. Non, si vous voulez, moi j'ai fait ça. Pourquoi c'est pas dans la première version du film? Mais justement, c'est pas dans la première version du film, parce que je voulais pas mettre toute cette histoire sous l'empire de ce témoignage de Laoud. Je voulais pas que, je veux dire, tout le monde ne me parle que de ça et ne parle pas du reste. Donc ça, c'était une des premières raisons. Et puis, vous voyez, ça aurait été aussi une façon de se faire instrumentaliser par Laoud, c'est-à-dire de dire, d'une certaine manière, j'efface tout. Moi, je voulais pas de ça, donc j'ai sorti le film là-dessus. J'ai pas mis cette version-là, et j'ai voulu que les gens puissent s'installer dans l'histoire, dans le procès, sans être happés tout de suite par le côté scandaleux de l'affaire. C'est un bonus DVD quasiment là, que vous avez fait. C'est à la fin du film, ça arrive après, chacun. Et vous dites vous-même. Ouais. Non, alors, vous le présentez vous-même comme un plus. Hein. L'histoire, vous dites que je vais relire ça. Oui, elle aurait pu s'arrêter là. Voilà. Ce film aurait pu s'arrêter là comme l'affaire elle-même et reprendre avec le procès. Un homme va en décider autrement. Voilà. Et là, vous mettez le. Voilà. C'est comme un bonus, quoi. C'est un peu le. Oui, c'est un peu ça. Mais je le fais après quand même, on va dire 2h30, 3h, 2h45 d'affaires. C'est ce que je dis, ça arrive à la fin. Oui, ouais. Mais si vous voulez, mais alors pour répondre tout à fait à votre question, quand même, je pense que quand on a vu le film avant, on a vu 2h45 de cette histoire, on est mieux à même de juger, me semble-t-il, de ce que dit Laoud, si ce que dit Laoud est vrai ou pas. Très honnêtement, je pense que c'est... Et donc, alors quand on vous demande votre avis qui a manipulé qui, vous répondez jamais, vous dites regardez le film. Oui. Alors pourquoi Parce qu'on a l'impression quand même que c'est une thèse anti-Villepin, plutôt votre... Mais très honnêtement, je ne comprends pas. Excusez-moi, je comprends que les gens me posent cette question. Mais je comprendrais pas. Je sais qu'il y a des journalistes qui répondent à cette question, mais ils se tirent une balle dans le pied. C'est quoi leur boulot à eux de dire aux gens comment il faut voir le film? Ça veut dire qu'ils l'ont fait à charge. Moi, je peux pas vous dire. Parce que vous l'avez vraiment pas fait à charge. Mais attendez, franchement. Vous n'aviez pas d'idée préconçue sur le. Ah bah écoutez, moi. Il y a une tonalité, on voit bien. Villepin n'a pas du tout aimé, il y a une tonalité plutôt anti-Villepin. Mais pourquoi, si vous voulez, le résultat qui est le film serait le produit d'une idée au départ? Non, mais je sais pas, je vous pose la question. Non, mais je vous dis, pas du tout. Moi, je marche pas du tout comme ça. Franchement, les gens convoquent tout dans un truc entre Sarkozy et Villepin. J'en ai rien à foutre, moi, de Sarkozy et Villepin. C'est pas ma vie, hein. Je pense pas à ça tout le temps. Et tout ce que je pense, c'est pas en fonction de ce que pensent l'un et l'autre. Moi, j'ai pas envie d'être convoqué dans ces conneries. Je les laisse eux, c'est leur problème. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est cette incroyable histoire et les gens qui vont la regarder. Et je veux leur faire partager ça. Ramener cette histoire, si vous voulez, à choisir l'un ou l'autre, mais c'est trivial, c'est d'une connerie. Je les plains, d'ailleurs, je les plains. Ces gens-là sont pas libres, ils sont pas capables de penser une affaire, si vous voulez, sans penser qu'elle est manipulée par quelqu'un. Moi, je n'ai pas envie qu'on me dise,
au début du film qui est l'assassin. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc moi je suis un peu le metteur en scène qui viendrait dire aux gens, ouais, regardez le film, et puis, oui mais je vais vous dire tout de suite, hein, c'est pas la peine d'attendre la fin, vous allez savoir qui est le tueur. Oui, je veux dire, c'est complètement con comme histoire. Non, je préfère, si vous voulez. Non mais après il y a un effet, vous avez vos intentions, il y a un effet. On a une question intéressante, assez marrante de Denir35 de Rouen, qui dit, dans votre documentaire, Franz-Olivier Gisbert, donc le directeur du Point, déclare que s'il avait publié une avec M. Sarkozy en disant... Quand l'affaire sort, Sarkozy a un compte en Suisse, il aurait empêché Sarkozy de se présenter à la présidentielle. Il dit, est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre documentaire empêche Villepin de se présenter en 2012? Parce que même si vous n'avez pas voulu, le documentaire finalement, in fine, donne plutôt l'impression de culpabilité de Villepin. Alors, je comprends bien d'où parle ce monsieur, mais je vais lui poser la question. Est-ce que le fait que Villepin, ça ne le gêne pas lui si Villepin se présente, et que du coup, compte tenu du fait qu'il se présente, il n'y aura probablement pas de candidat UMP au deuxième tour, et c'est Marine Le Pen qui va gagner, qui va être au deuxième tour. Ça le gêne pas lui? Non mais bon, après c'est pas une question politique, c'est plutôt une question sur l'effet que ça donne, parce que si vous voulez, les gens posent la question comme ça, mais on pourrait la poser autrement. Parce que médiatiquement, après le procès, notamment parce que le procès a vraiment viré à l'anti-sarkozisme, on est d'accord. C'était plutôt ah oui, ça c'est en plein, c'était plutôt pro Villepin du coup. Villepin gagne le procès. Et là, vous arrivez avec une thèse qui finalement, c'est celle qu'on avait avant, qui était. C'est pas une thèse, écoutez. C'est l'impression qu'on peut avoir. Mais non, mais c'est pas une thèse. Moi, je répète tout le temps, parce que je l'ai dit à l'avocat de Villepin lui-même. Sans avoir une thèse, c'est l'impression. En tout cas, moi, quand je regarde le film, je me dis. Je vais vous dire ce que je lui ai dit. Donc, vous voyez, c'est transparent parce que je le répéterai. On me disait, mais pourquoi vous donnez la parole à la Houde et vous le laissez parler, dire cette thèse? Je me dis, mais attends, vous croyez que quand vous êtes en train de nous faire croire que Sarkozy a fait mettre son nom sur le listing pour piéger Villepin, vous croyez qu'il y a beaucoup de gens sérieux qui vous croient? Vous croyez que c'est sérieux votre histoire? Et pourtant elle est dans le film, je l'ai mise. Oui. Donc moi j'y crois pas une demi-seconde, ça ne tient pas debout votre histoire, mais je l'ai mis dedans. Bon, alors pourquoi est-ce que pareil, quand vous faites dire à Piloquet, donc le beau-frère de Villepin, qu'il a surpris une histoire de corps de cul, excusez-moi, il a surpris Laoul en train de trafiquer son ordinateur chez lui, sous-entendu pour mettre le nom de Sarkozy. Vous croyez pas que vous êtes, je sais pas, dans les tontons flingueurs, enfin un truc, vous croyez que les mecs, ils pourraient avoir plus d'imagination pour non, on vous le dit au procès. Et puis c'est d'ailleurs emporté dans un site très respectable, qui s'appelle Mediapart en plus, donc ça doit être vrai. Donc si vous voulez, on vous dit ça, mais vous croyez que c'est possible, hein, vous croyez que c'est des histoires, mais c'est des histoires idiotes, et pourtant elles sont dans mon film. Je n'y crois pas, moi, personnellement, mais je les mets dans mon film. La différence avec ces gens-là, c'est que moi, quand je mets la Houde, je dis pas que j'y crois ou j'y crois pas, parce que c'est mon film, et après tout, les gens font leur opinion. Mais je dis personnellement que je doute de cette version. Eux, ils disent pas qu'ils doutent. Donc, si vous voulez, je trouve ça, leur parti pris est flagrant. Voilà, quand vous exposez tout, quand vous avez le temps de l'exposer, vous comprenez que le parti pris, la partialité, c'est eux qui l'ont. Et sous prétexte et sous réserve que vous n'êtes pas de parti pris, ce qui est mon cas, c'est-à-dire que vous savez, moi je fais dire à l'avocat de Sarkozy que Sarkozy savait, hein. C'est pas eux qui sont allés le faire dire, ils étaient au procès. Ils ne l'ont pas fait dire. Moi je le fais dire à l'avocat d'Herzog. Donc, je fais dire à Van Ruynbeck que les trois autres vont le voir, mais Sarkozy ne va pas le voir. Personne ne retient ça. Donc, eux, ils n'ont pas insisté là-dessus. Mais vous pensez pas que donc, si vous voulez, je trouve que le positionnement, vous avez dit le procès de première instance, c'était un procès où il y avait une ambiance anti-sarkozyste. Moi, je mange pas de ce pain-là. Je m'en fous. D'abord, Sarkozy était élu au suffrage universel, donc c'est le président. Donc, j'ai pas à penser, si vous voulez, d'emblée, que ce mec-là est coupable. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me situer, si vous voulez, dans le milieu de tout ça et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Donc, vous me dites, en essayant de comprendre ça, vous aboutissez à ce que les gens que vous faites parler, les gens parlent et aboutissent à confondre Villepin. Très bien, c'est ce que les gens ont vu. Vous savez, je vais vous donner une anecdote. C'est très drôle. Je vais vous raconter une anecdote. Je participais à une émission de télévision il y a quelques jours, et la réalisatrice suit l'émission, et la regarde, et donc un confrère comme vous me pose la question, quelle est votre intime conviction? Et je lui dis comme vous, je ne vous la dirai pas. Je laisse le spectateur juge de ça. La réalisatrice vient me voir après. Elle dit, monsieur Lecomte, alors maintenant qu'on est en antenne, est-ce que vous pouvez nous dire votre conviction, la vérité? Et je lui dis, attendez, mais je vais pas vous dire la vérité. Mais pourquoi vous... D'abord, est-ce que je l'ai, moi? Je ne vais pas vous dire ma conviction, c'est pas à moi de vous dire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, elle regarde ses chaussures, elle me dit,
quand je vois votre film, hein, je pense effectivement que Villepin n'est pas clair. Et ben alors, je lui dis, si vous pensez ça, ne me demandez pas à moi de confirmer ça de ce point de vue, c'est vous qui le pensez. Alors elle me dit, oui mais ça m'embête. Je lui dis, qu'est-ce qui vous embête? Ben, ça m'embête, ça m'embête. Ça m'embête, cette... ben, parce que je suis villepiniste, elle me dit. Ben, je dis, ben oui, je comprends que ça vous embête, mais c'est votre problème. Donc elle me dit ça comme ça, mais c'était touchant en même temps. Donc elle venait, hein, mais dites-moi quand même cette histoire de Sarkozy qui fait mettre son... Il n'y a pas un peu de vrai là-dedans? Dites-le moi. Je lui dis non, à mon ami, vous savez, vous pouvez croire à ce que vous voulez, je l'ai mis dans le film, mais c'est à vous. Alors je lui dis, mais est-ce que vous pensez que c'est vrai? Il dit, ben non, je pense pas que c'est vrai. Ben alors voilà, donc, voilà, donc si vous voulez, c'est des trucs comme ça. Et donc, chacun, ce que je veux dire, c'est qu'encore dans mon film, chacun peut se faire son opinion. Faites-vous votre opinion. Ne me demandez pas à moi de vous dire ce qu'il faut penser de ça. C'est pas... Enfin, très honnêtement, moi, je me régale des doutes. Voilà. Je m'embête et je m'ennuie sur les certitudes. Voilà. Donc ça, c'est des trucs... Je veux dire, voilà, vous avez dû être fasciné parce que là. C'est formidable. Pour moi, c'est. Mais non, mais c'est une histoire formidable. Ouais. C'est une histoire. C'est une histoire formidable. Parce que l'impression qu'ont certains d'un film qui montrera vraiment la culpabilité de Villepin, c'est pas dû aussi au fait qu'il n'apparaît pas, qu'il a refusé d'apparaître. Oui, mais ça, c'est son problème. C'est son problème. Ouais. Ah, bah, attendez. Parce que c'est son problème. C'est le mien. Parce que Besnéard, finalement, qui est un bel animal médiatique, il brille moins, je trouve, que Laoud déjà. Non. J'ai eu tort de vous dire. C'est son problème, c'est mon problème. Parce qu'il y a des journalistes très mal intentionnés, eux en revanche, partisans, etc., qui dans leur papier disent « Et le comte n'a pas interviewé Dominique de Villepin ». Moi, quand je faisais ce métier, sérieusement, quand quelqu'un impliqué refusait l'entretien, c'est lui qui était coupable. Journalistiquement, déontologiquement. C'était pas moi, c'était lui. Là, vous vous trouvez dans une situation, si vous voulez, parce que le type refuse de répondre à mes questions, c'est moi qu'on accuse, c'est pas lui. Non, mais je dis pas vous, je dis pas vous. J'ai dit à un certain nombre de gens, si vous voulez, on dit ça, mais oui, mais il est pas dedans. Oui, mais vous savez, je pourrais vous sortir là. J'ai 3 lettres recommandées accusées de réception qui ont été envoyées. Il y a 2 coups de téléphone qui ont été envoyés par mon co-auteur Denis Jambard, qui le connaît personnellement. Moi, j'ai envoyé des lettres toutes simples. J'ai fait dire à son avocat dans le film. Si c'est pas 7 ou 8 fois à qui j'ai demandé d'intervenir, c'est pas une fois. Donc, il y a un moment où voilà. Il y a un truc extrêmement étonnant. Pourquoi alors la question qu'il faudrait lui renvoyer à lui dans ces cas-là. Je suis d'accord. C'est pourquoi. Mais on a une question internaute là-dessus. Mais pourquoi vous avez pas voulu répondre? On a une question internaute de Yves qui nous demande pourquoi Dominique de Villepin répond si tard et par une lettre. Alors, il faut voir qu'à la fin, après la question de Laoud, enfin après les révélations de Laoud, vous envoyez une lettre, je crois, à Dominique de Villepin, en lui demandant encore une fois de répondre aux questions, c'est ça? Oui. Et il vous répond extrêmement tard, donc après la deadline que vous avez fixée, je crois. Et vous êtes pendant le montage en fait. Je finis le montage. Alors, je dois sortir du montage le soir même, donc il est bien renseigné. Alors, comment expliquer ça? Écoutez, j'en sais pas. Très honnêtement. Il n'a pas répondu pendant un an et demi. Mais je m'interroge, et je m'interroge sur ça. Très honnêtement, je ne vous fais pas l'idiot. La lettre, elle dit rien. Je ne comprends pas. Oui, point par point en 4 lignes, et c'est réglé quoi. Moi, je vais vous dire. Ça ne dit rien. La seule réponse que j'ai peut-être, c'est que le film est sorti. Il a vu que le film a été encensé par la critique. Il a vu que le film, pas personne a fait une critique, si vous voulez, sur le fait qu'il aurait pu être déséquilibré, et que son propre avocat s'est répandu sur les ondes pour dire que le film était équilibré. Donc je pense, si vous voulez, que c'était pour lui, ça devenait pour lui une nécessité, si vous voulez. C'est incompréhensible d'un film dont tout le monde dit qu'il est bon, honnête, qu'il est déontologiquement imparable, de ne pas vouloir répondre à ces questions. Donc j'espère que c'est ça. J'espère que ça l'a conduit à se dire, voilà, on m'interroge une nouvelle fois, cette fois-ci il faut que je réponde. On a une question un peu sur ce même thématique d'Imad de Clichy, qui demande pourquoi presque tous les protagonistes de l'affaire Clearstream ont accepté de répondre. Donc en gros, pourquoi, c'est quand même étonnant de voir que, à part Villepin et Rondeau, pourquoi tous ces gens parlent? Pourquoi ils le font pas ailleurs? Alors voilà, c'est quand même une question ça. Ouais. Il y a beaucoup de protagonistes qui parlent. Il y a Denis Robert aussi qui parle pas, donc il y en a 3 seulement qui ne répondent pas. Oui. Et vous avez peut-être, je sais pas, 15 intervenants, 20 Oh oui, même plus. Et j'ai parmi ces intervenants des gens beaucoup plus importants qu'il faut faire remarquer, vous avez raison. Van Ruynbeck par exemple, ne parle jamais. Ouais. Le juge Van Ruynbeck ne parle jamais. Et en plus, de façon très courageuse. Parce que quand même, dans cette affaire, il n'a pas le beau rôle. Et je trouve ça extrêmement gêné. Mais ouais, mais je trouve ça. Alors, par exemple, voilà, ça, je trouve ça. Excusez-moi, mais moi, je suis bluffé par ça. Je trouve que ce mec est venu dire devant la caméra, si vous voulez, que voilà, quelque part, il l'a pas dit comme ça, mais ça a dit qu'il reconnaît ses fautes.
Si les autres faisaient la même chose, ça aurait été formidable. Bon. Donc je trouve que... Non mais, je trouve que ce mec-là, franchement, respect, quoi. Respect, et alors que il a... Oui, il a déconné, en partie, dans cette affaire. Je trouve que... Voilà, il vient devant les médias pour... Pas simplement dans la lumière pour enfoncer les gens, mais il vient aussi pour dire qu'à un moment donné, moi j'ai déconné. Et il y en a un deuxième qui est absolument formidable, c'est Marin. C'est le procureur qui vient. Le procureur de la République qui témoigne dans un procès politique, un procès comme celui-là, ça n'est jamais arrivé. Alors donc je pense, les rares personnes qui me critiquent sur ces affaires devraient réfléchir à deux fois avant de le faire de cette manière, sachant que si vous voulez, sur un film comme celui-là, si tant de gens, et tant de gens de qualité ont accepté de témoigner dans mon film, c'est pas sans doute ils font confiance à ma probité intellectuelle et à mon travail. Donc j'avoue que j'ai été très sensible à ça. Et que beaucoup d'entre eux qui au départ étaient sceptiques parce qu'ils avaient très peur, et à juste raison si vous voulez, d'être dans un film comme ça, l'ont accepté après que je leur ai donné le film précédent qui était C'est dur d'être aimé par des cons. Voilà. D'accord. On a une question de... Oui, si je parle trop, si mes réponses sont trop longues, dites-moi. Non, non, c'est très bien. Bon. On me dit que c'est bien derrière la caméra en plus. Bon, ça va. Alors, une question d'Arnaud L. de Vilvoorde en Belgique, donc. Quel effet souhaiteriez-vous que ce documentaire ait sur la suite du procès en 2011 ? Et si donc vous voulez éventuellement qu'il y ait un effet ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le procès, c'est l'opinion. Et sur l'opinion, alors, qu'est-ce que vous aimeriez ? J'aimerais que les gens aient compris. Vous savez, pour quoi alors ? Y compris ce procès. Parce que quand même, la plus grande entourloupe de toute cette affaire, c'est que les gens s'y sont intéressés et qu'on n'a pas réussi à les intéresser. C'est que, en gros, c'est quand même, de notre point de vue, du point de vue de la profession qu'on exerce, que celle de la communication, ça vaut aussi bien pour les communicants que pour les journalistes, ou pour les documentaristes ou les gens qui font des films. C'est qu'on ne soit pas capable, si vous voulez, que les gens ne soient pas capables de sortir d'une affaire comme celle-là, alors qu'il y avait des centaines de journalistes avec les idées claires, c'est un énorme problème. C'est un énorme problème sur le métier qu'on fait. Alors, dans votre film, on apprend énormément de choses, mais on n'a pas pour autant, c'est ce que disait l'internaute, on n'a pas pour autant les idées plus claires, puisque ça reste un vaste... Comme vous dites, c'est le bal des menteurs, donc comment avoir les idées claires à la fin ? Mais non, mais parce que pour moi... Alors, cela étant, il y a juste un truc... vous m'avez posé une question, mais je réponds juste en deux mots. Mais pour moi, ce qui est important, c'est pas de convoquer, si vous voulez, un truc avec des idées arrêtées, droite-gauche, ou bien un truc, c'est comme ça, et puis voilà. Non, c'est que, parce que les choses sont beaucoup plus complexes parfois, mais que déjà, les gens soient accoutumés à cette histoire, savoir ce qui s'est passé pour une histoire quand même, qui a opposé un ancien Premier ministre à un président de la République, et dont l'enjeu était de barrer la route au président de la République actuel, lui barrer la route de l'Élysée, ça les concerne directement, c'est des citoyens, c'est des gens qui votent, que les gens, on ne soit pas capable de leur expliquer ce qui s'est passé, ou on n'est pas voulu, où le système médiatique est tel qu'on n'est pas réussi à leur expliquer par-delà les tentatives d'intoxication, de manipulation des uns et des autres pour empêcher la vérité de sortir, qu'on n'ait pas pu leur expliquer ça, c'était le défi. Et donc, pour résumer, ce qui m'intéresse, c'est pour que l'opinion soit informée. Elle pense ce qu'elle veut après, c'est son rôle, mais au moins que nous on l'informe. Alors au-delà de l'aspect politique, moi ce qui m'a vraiment intéressé, que j'ai un peu découvert dans votre film, c'est tout l'aspect avant que le nom de Sarkozy arrive. On avait l'impression un peu que le nom de Sarkozy est arrivé avec tous les autres noms en même temps. En fait vous expliquez assez bien, surtout Gergorin et Laoud racontent toute l'histoire, et il y a eu plusieurs salves de noms rajoutés en fait. Oui. Et alors ce qu'on se dit, donc c'est frappant de voir, donc au départ ça part avec des industriels, des noms d'industriels, et on arrive in fine à la sixième version, on va dire, à Sarkozy, quoi. C'est à peu près ça. Ouais. Et on se dit, mais comment ils ont pu aller dans cette fuite en avant, Gergorin et Laoud ? Parce que déjà au début, c'est pas crédible leur histoire, et ils vont encore ajouter des noms qui rendent de moins en moins crédibles. Alors est-ce que vous prenez pas, vous n'expliquez pas dans le film, est-ce que vous avez une explication à ça ? Comment ils ont pu aller aussi loin dans cette... Vous savez, c'est les questions que je me pose sur ces personnages tout le temps. Chaque fois que je les ai en face de moi, j'ai toujours pas la réponse. Parce que c'est quand même des gens extrêmement intelligents, mais c'est vertigineux leur imaginaire et leur psychologie. Donc moi ce que je pense parfois, c'est que, vous savez, ils sont pris dans un engrenage. Ils sont pris dans un engrenage et ils choisissent la fuite en avant. Alors Gergorin parle des cercles concentriques de l'enfer. C'est ça. Enfin, ça c'est ce que dit Villepin et ce qu'il reprend. Effectivement, il y a les cercles concentriques de l'enfer, mais bon, des cercles dans lesquels on descend en général. Et donc là, moi je trouve, oui, c'est une autre façon de dire la même chose. C'est cette idée, si vous voulez, d'organiser la fuite en avant. C'est comme il dit, bon, alors j'arrive pas, donc je donne de nouvelles informations. C'est ce que dit Gergorin.
on n'arrive pas à trouver, paf, je balance d'autres informations. Ils ont besoin d'attention, ils ont besoin qu'on parle de leur truc, et donc ils vont aller de plus en plus loin dans le... Non, parce qu'ils ont besoin d'intéresser des personnalités. Non, parce qu'ils sont appâtés. Et le problème, si vous voulez, c'est le problème général de cette affaire. Et c'est là où il intéresse l'opinion aussi, à mon avis. Il est pédagogique. C'est qu'en fait, les gens voient ce qu'ils croient. C'est pas, ils croient pas ce qu'ils voient. Et on amène à chacune des personnes dans cette affaire, on lui amène ce qu'elle veut. Et comme on lui amène ce qu'elle veut, il n'y a aucune précaution qui sont prises, et donc on accepte, on gobe à toutes les étapes. Laoud raconte à Rondeau, chef du renseignement, qu'il est capable de remonter la piste de Ben Laden. Le mec du renseignement, il est piégé à 85%. C'est justement une question donc, ce que je veux dire, de Jérôme de Paris qui demande comment quelqu'un comme Gérald Rondeau a-t-il pu se retrouver dans cette affaire, n'aurait-il pas dû comprendre plutôt les manipulations? C'est facile de dire ça, c'est humain en même temps, je veux dire mais je comprends qu'il se pose cette question en même temps. Voilà, je suis partagé entre tout ça. Oui, je suis d'accord. Et Rondeau, on ne comprend pas bien. Comme il intervient dans notre film, il n'y a pas son avocat, on a du mal à comprendre. Oui, sauf que si vous voulez, moi je pose cette question à Mignard qui le critique. Je dis parce qu'il est dans la logique d'un... Mignard, l'avocat de David Penel. Oui, et de Gilbert Flav. Il est dans la logique d'un officier du renseignement. Et Mignard me coupe en me disant, mais etc. Et c'est quoi? Eh bien, il protège sa source. Et oui, mais protéger sa source. Pourquoi? Parce que sa source lui dit qu'elle va pouvoir remonter la piste de Ben Laden. Et donc, si vous voulez, le problème, des fois les réponses sont plus complexes que les gens le pensent. Parce que s'il s'agissait simplement de dire Laoud est un imbécile, et finalement, bon, ce serait trop simple. Ou bien Laoud, c'est pas un imbécile, mais à l'inverse, c'est le génie qui passe pour l'imbécile. C'est Rondeau là dans l'histoire, on a du mal à comprendre. Oui, mais c'est plus compliqué que ça. En même temps, je pense que c'est plus compliqué que ça. Quand on est dans la situation de Rondeau et qu'on a un personnage comme Ben Laden, même s'il y a une chance sur 100, il en a rien à foutre de passer pour un imbécile, Rondeau. Même s'il a une chance sur 100 de remonter quand on va à la pêche, de remonter au bout de son... on peut remonter une baleine, on peut remonter une ablette. Hein. Je veux dire, si on a la chance de remonter un poisson, ben, voilà, quand il est dans cette logique-là, peut-être que Rondeau il est là-dedans. Je ne veux pas lui jeter la pierre, mais je dis, dans l'affaire Rondeau, à mon avis, c'est pas le plus coupable de tout ça. Mais c'est le système de l'affaire qui est comme ça. Quand Gergorin, on lui dit que Gomez est dans les listings, il a tellement envie d'y croire, et tellement que c'est irrésistible. Il y croit, il fait pas attention. Et pareil avec Villepin, quand on lui dit que Sarkozy est sur les listings, c'est irrésistible. Et voilà, alors je veux pas préjuger, mais c'est irrésistible. Ça on le comprend assez bien. Voilà. Il y a un truc qui m'a frappé, c'est cette obsession de Gergorin qui voit des complots partout, en gros. Vous expliquez bien au début, c'est un vrai parano, c'est quelqu'un qui vient des services de sécurité, vraiment. C'est pas moi qui le dis, c'est son avocat. Son avocat, voilà. Donc c'est plus. Alors que c'est quand même un très grand dirigeant d'entreprise, on se dit, mais c'est délirant. Et alors là, ça m'a fait penser à l'affaire Renault toute récente, où il y a des barbouzeries, espionnage contre espionnage. Et vous pensez pas que alors ça se passe comme ça les grandes entreprises Alors je vais vous faire une confidence, je l'ai jamais dit ici, mais je vais vous le dire. J'ai jamais dit à la télé, mais Gergorin, au début de cette affaire-là, Gergorin m'a dit c'est la même affaire. À l'époque où toute la presse, tout le monde, il a senti il m'a dit c'est la même affaire. Et ce qui est incroyable, c'est que toute la presse a plongé. Et les mecs sont devenus, bon, c'est un problème quand même. Il n'y a plus aucune précaution. Encore une fois, on est dans le truc binaire. Les mecs disent pas ce que je vous dis, moi. Je sais pas, j'ai des doutes. Vous me demandez des certitudes. C'est pour ça que je suis comme je suis avec vous. Ils disent, ouais, non, c'est tout, machin et tout. Renault, c'était ça. Ils savaient rien, c'était des perroquets. Ce que mon ami Denis Jambal appelle la loi du perroquet. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a dit ça, s'il y en a un qui a dit ça, et puis en plus il a une signature dans une publication importante, on ne peut pas dire le contraire, on va dire la même chose, et puis celui de derrière va dire la même chose, et vous finissez à avoir une affaire Renault où tout le monde est persuadé que tous les mecs, non, c'est rien, il a fallu démonter cette affaire. Et encore, ils ont réussi à la démonter assez vite. Et il parlait d'or quand il disait ça. Lui, il m'a dit ça au début, alors que personne ne parlait de ça. Il m'a dit c'est la même affaire. Regardez. Voilà, vous voyez, je vous donne une info. D'accord, merci. Une question assez intéressante d'internaute. Donc l'internaute dit il y a un truc que j'ai jamais compris dans cette affaire. Pourquoi il y avait écrit sur les listings Paul Denagy et Stéphane Bosca et pas simplement Nicolas Sarkozy, sachant que tous les protagonistes de l'affaire il y avait leur nom entier quoi. Ouais. Alors pourquoi lui il y avait 2 lignes et c'était pas son vrai nom? Alors c'est un peu le mystère.
C'est un peu le mystère de toute cette affaire que j'essaye de percer. Parce que tu n'en parlais pas trop, non, de cet aspect-là. Enfin, Ben non, mais parce que je sais pas la réponse, j'ai essayé de savoir, parce que vous savez, en fait, Stéphane Boxa et Paul de Nagy, c'est le patronyme complet, c'est Nicolas, Stéphane, Richard. non. C'est Stéphane, Paul Stéphane, D'accord, ouais. Sarkozy, deux Nagy Boxa. Alors, ça a coïncidé à 2 comptes au lieu d'un. Voilà. Et c'est le patronyme, non patronymique. Alors, ça visait en plus, ça pouvait viser son père. Donc les gens, attends, j'ai compris, visant son père, connaissant les liens, il y a tout un truc auquel se livrent, de réflexion auquel se livrent les gens. Je sais pas si c'est vrai ou pas, et je veux pas me prêter à ça. Mais en tous les cas, j'ai pas eu de réponse précise à cette question-là. D'accord. Mais pour les initiés, tout le monde savait qui était. Oui, mais c'est ça, parce qu'on se dit, voilà. Autant mettre un vrai pseudonyme plutôt que de mettre un faux pseudonyme. Ouais. Ça paraît complètement surréaliste, comme beaucoup de choses dans cette affaire. Mais ils sont bien informés, ils ont Ils ont regardé, hein, ils travaillent bien, parce que j'ai eu des questions beaucoup plus intéressantes de leur part que de la plupart des journalistes que j'ai reçus. Donc, Alors, d'ailleurs, eux n'avaient pas vu le film. Pour beaucoup d'entre eux. Une question assez technique pour ceux qui ont regardé le documentaire hier, de Gaël de Paris, donc, qui vous dit bravo d'avoir réalisé un documentaire de 3h20. Alors il fait 4h, hein, c'est ça? Il fait 3h30. 3h30, ah, d'accord. Mais c'est vrai que la première version faisait 4h30. D'accord. Ça a été coupé. Ouais. Alors il voudrait vous demander pourquoi vous avez fait le choix d'intégrer 2 personnes âgées qui commentent le procès. Alors, il faut savoir que dans le film, on a effectivement, alors c'est pas trop présenté, on voit 2 personnes qui sont dans le public visiblement en dehors de l'audience. Ce sont 2 personnes âgées qui commentent le procès. Voilà. Et alors, je me suis demandé, comme internaute, comment ça a été tourné ces scènes, est-ce que c'était joué, comment ça s'est passé? Alors voilà, oui, c'était parce que c'était le statut ambigu de ces 2 personnes. Comme ils ne sont pas présentés, on ne sait pas trop. Ben non, mais je voulais pas les présenter parce que ça aurait été me défendre de quelque chose qui n'existe pas. Puisque effectivement, il y a au moment où le film est sorti, ouais. il y a un certain nombre de gens, de critiques de cinéma, qui m'ont reproché d'utiliser ces personnages. Et j'ai compris après, je comprenais pas pourquoi, et j'ai compris après qu'ils m'ont reproché de l'avoir fait, parce qu'ils pensaient que c'était des comédiens. Puis quand j'ai compris qu'en fait le malentendu venait de là, j'ai précisé, mais non, vous savez, je ne pensais pas à vous défendre de trucs, puisque ça n'existe pas. Donc j'ai dit, mais non, mais s'ils étaient vraiment. Alors, vous êtes arrivé à leur dire. Attendez, c'est un truc incroyable. Tomber sur. Attendez, parce que la salle n'est pas perdue. Ouais. Pour les journalistes qui ont envie de faire ce métier bien, il faut aller se promener. Ça tient à la fois de l'asile d'aliénés, de la place du village. Enfin, c'est un truc du forum médiatique. Enfin, c'est un truc incroyable, la salle n'est pas perdue. Vous trouvez de tout dans la salle n'est pas perdue. Et donc, il y avait ces 2 personnages que j'ai trouvés mais formidables. Ils étaient là. Mais ils sont dans le film comme ils étaient dans la salle des pas perdus. C'est-à-dire ils étaient là à regarder ça avec une jubilation extrême, comme ils vont au théâtre. Et donc, je vous assure, mais on n'a rien touché. L'installation dans laquelle ils sont, c'est vraiment l'installation dans laquelle ils étaient. Et le cadreur... Donc en fait, ils sont assis sur une chaise comme au Tour de France, ils attendent, ils regardent, et puis voilà. Alors c'était dans des périodes où il n'y avait pas le brouhaha, l'assistance, etc. Parce qu'il y a un truc qui paraît bizarre, le public s'imagine qu'il y avait tellement de journalistes qu'on ne pouvait plus rentrer du public. Non, mais vous savez, dans cette salle-là, il y a de la place. Il y a de la place, d'accord. Donc il y a vraiment du public. Et puis il n'y a pas toujours... C'est au moment des entrées et des sorties. Si vous voulez, au moment des entrées et des sorties, vous avez tous les journalistes qui rappliquent, et puis effectivement, tout le barreau qui sort, t'as les gens qui sont dans le palais de justice arrivent, etc. Et puis pouf, tout le monde rentre dans la salle d'audience, et à ce moment-là, tout le monde se tire, puisque les vedettes sont plus là, les caméras sont partis, et vous avez les badauds qui sont là et qui discutent. Alors ouais, il paraît que... Parce que dans la salle d'audience, ce qui est marrant, c'est que vous avez une partie dans la salle d'audience qui est réservée au public. Sauf que pour pouvoir y accéder, il faut faire la queue parce qu'il y a trop de demandes. Donc, il y a des gens, il y a des privilégiés, et pour pouvoir entrer, il faut qu'il y en ait un qui sorte. Donc il y a des gens qui attendent, si vous voulez, il y en a qui attendent pour pouvoir rentrer et assister à la truie. Et ils ont un système entre eux, ils tweetent carrément, ils ont un système entre eux où ils se racontent la suite de l'histoire. Alors oui, alors j'étais là-dedans, et voilà, alors il s'est passé ça, et l'autre a dit... Donc ils se racontent... C'est-à-dire ils s'envoient des messages, ils ont vraiment Twitter. Non mais quand je dis tweet, ils viennent, ça, mais cela dit, il y avait des types non, mais quand je dis tweet, c'est-à-dire qu'ils sortaient, si vous voulez, et puis ils se racontaient, ils se passaient les messages entre eux, et puis de l'un à l'autre, comme ça, donc des fois
fois, il y avait des comptes rendus d'audience qui, rien que c'était le téléphone arabe, je trouve ça devait être très drôle. Le compte rendu d'audience vu par le public, c'était assez rigolo. Non, mais alors c'est vrai, le truc, c'est que c'est des vrais. D'accord. J'aime pas cette expression parce que. Donc je ne la dirai pas, mais c'est des personnages de la vie, voilà, qui sont là et qui sont des vrais personnages. Alors, une question de Jean-Louis de Saint-Ouen qui dit lui il a vu le film en salle, donc pas sur Canal. Il est surpris que les avocats occupent une telle place. Est-ce que vous, il demande, trouvez-vous normal qu'ils soient prêts à tout pour défendre leurs clients? Donc il y a deux questions. Déjà la place des avocats. La place, c'est parce qu'ils sont bons. Ouais. Deuxièmement, parce qu'il y a certains avocats qui occupent la place que leurs clients n'occupent pas. Comme Metzner pour c'est le cas de Villepin, par exemple. Donc voilà pourquoi ils sont là. Et puis parce qu'ils sont très très bons. Parce que les avocats sont des acteurs. Ce sont les meilleurs acteurs que je connaisse. Et en plus, il y avait des conflits d'avocats, il faut expliquer. Il y a des conflits dans ce procès. Voilà, exactement. Entre les grands avocats, Metzner et Herzog notamment. Exactement. Et la deuxième question, c'était quoi? Trouvez-vous normal qu'ils soient prêts à tout pour défendre leurs clients? Donc, par exemple, pour l'avocat de Laoud. Oui. On peut imaginer. Ah bah ouais. Et c'est la grandeur d'un avocat. C'est la grandeur d'un avocat que de faire rempart du droit et de son intelligence pour protéger les faibles. Parce que les prévenus sont dans ces moments-là dans des positions de faiblesse. Et je comprends la détermination que mettent les avocats à défendre leurs clients, y compris même avec la mauvaise foi s'il le faut. Parce que voilà, c'est la beauté du métier, me semble-t-il. Si on n'a pas ça chevillé au corps, il faut faire autre chose. Alors là, je vais pas prendre des questions, mais des réactions que j'ai vues hier soir sur Twitter pendant la diffusion du documentaire, pardon. Il y a des gens qui regardaient et qui tweetaient en direct votre documentaire. Alors il y avait G. Lazzaroni qui disait « Si tu n'as pas eu ton nom cité dans l'affaire Clearstream, tu as arrêté ta vie », reprenant la célèbre phrase. Et un autre internaute, Daiko8, qui disait « Si tu n'as pas plaidé dans le procès Clearstream, c'est que tu as raté ta vie d'avocat ». Et alors, je me suis dit, mais c'est tellement bien résumé, parce que l'affaire Clearstream, c'est une sorte de grand ouzou des avocats, des personnalités. Alors je vais vous raconter... Il y a même Alizé quand même dans la liste, il faut dire, la chanteuse Alizé est dans la liste des personnalités qui aura un compte en Suisse. Alors vous pouviez croiser des gens au moment du procès, ils étaient dans la liste, toi? Non, oh merde alors. Et toi? Ben moi oui. Bon, et il y a un moment donné, si vous voulez, il y avait presque cette idée qu'il fallait en être. Parce que si on n'y était pas, ça voulait dire qu'on faisait pas partie des gens qui comptent. Donc il y avait un côté... Et les avocats, c'est pareil, il y a même Millard qui est là, qui est un grand avocat aussi. Ben oui. Qui est là juste pour écouter. Mais ils ont raison, mais c'est très bien vu leur truc, parce qu'ils ont raison. C'est exactement ça. Ils ont bien regardé le film. Bon, il ne reste plus que 2-3 minutes, on va conclure. Donc il y avait une petite polémique avec Denis Robert, là on avait une question avec qui avec Denis Robert. C'est qui? Un journaliste qui avait enquêté sur Clearstream, donc je ne retrouve plus la question. Oui, alors donc Cœur d'or de 44. Denis Robert vous attaque beaucoup ces jours-ci, donc il a fait une tribune sur plusieurs sites. Pourtant votre film, d'après lui, ne parle pas beaucoup de lui. Qu'avez-vous à lui dire, à lui répondre? Rien. Vous commentez pas le... Non. Rien à dire. D'accord. Voilà, ça sera sur ces mots qu'on conclura. Merci à tous d'avoir suivi cette petite heure d'interview. C'était très agréable, franchement.